C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan kiki, Satan kiki, Satan quinoise. Bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle capsule du régime des actifs. Et ce soir, j'ai la chance d'être accompagné non pas seulement par Maurice du Jambon, mais aussi par Scipion l'Africain. Scipion, Maurice, comment allez-vous ? Bien, merci. Bonsoir Robert, bonsoir Maurice, merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir et de partager ce moment agréable. C'est un épisode qui, à mon sens, va vous plaire parce que c'est le café du commerce qui revient. Et donc le principe du café du commerce, c'est on n'a rien préparé, on n'a pas de fiches, on n'a pas de notes, ou très peu, et on parle comme ça en vrac de sujets rigolos, et loin des nœuds au cerveau que peuvent nous donner les questions sur l'investissement et autres. Et voilà, donc c'est pas de préparation, entre copains, Robert, Scipion, Maurice, au plaisir de vous dire des singeries. Très bien. Eh bien, pour la première singerie, j'aimerais vous proposer un instant droit tardé, parce que vous savez que on a fait un épisode, on a un peu taquiné, chatouillé la droitarderie, mais bon, il faut savoir aussi de temps en temps se dispenser des petits plaisirs, et j'aimerais vous lancer, les amis, sur le sujet de notre nouvelle Édith Piaf nationale, Aya Nakamura, chanteuse pour les JO. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, je laisse la parole à notre invité qui va nous dire tout le bien qu'il pense de notre Vénus Hottentote. Bon, que dire, si ce n'est que Aya Nakamura est quand même une grande artiste, représentative à la fois de la francophonie, de l'Afrique francophone, de la banlieue, cette banlieue qu'on connaît tous, cette banlieue qui parle un français particulier, voilà, que les amants de la langue de Molière comme moi n'apprécient pas toujours, mais qui est néanmoins de plus en plus répandu dans notre beau pays. Je pense quelque part aussi que c'est un signal politique qui est envoyé à tous ces jeunes Français voilà, qui ne demandaient que ça, d'être représentés sur le grand écran par quelqu'un qui leur ressemble, qui parle comme eux, avec qui ils partagent un tas de choses, voilà, et que dire, Édith Piaf sans doute verse sa larme depuis le paradis, voilà, les JO vont être magnifiques, je pense. Eh ben oui, Nakamura, donc la nymphe de Bamako, notre nouvelle Édith Piaf. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, mon cher Maurice ? Alors, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, quand ça n'enregistrait pas. Je remettais un peu de contexte. Voilà, le contexte, fuite dans les médias, apparemment, le père Macron demande à notre douce Vénus de représenter la France lors de l'ouverture en chantant un de ses poèmes. Elle-même était surprise, apparemment n'avait pas du tout été contactée et s'est interrogée à ce sujet. Et les médias se sont mis sous la dent cet événement pendant des plombes. Ils nous ont rabâché cette histoire. La droite d'un côté sur les plateaux de CNews, la gauche de l'autre sur les plateaux de Quotidien et autres. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les deux avaient des arguments qu'on pouvait entendre. La gauche disait, vous les droitards, vous êtes des hypocrites parce que vous opposez à la vulgarité d'Aya Nakamura la soi-disant finesse d'Édith Piaf, en oubliant qu'Édith Piaf était elle-même une sorte de saltimbanque que vous auriez détesté à l'époque. Et d'un autre côté, les droitardis disaient, la droite plutôt, a raison que c'était un peu que c'était pas forcément raciste que de dire du mal de cette bonne femme, parce que si c'était Jules qui représentait la France au JO, ils auraient poussé le même coup de gueule. Moi, j'aurais été ravi d'avoir Jules qui ouvre les JO. Grande fierté nationale. Jules qui était pisciniste à la base, comme quoi c'était
un fidèle auditeur du régime des actifs. Peut-être même qu'il vendait quelques piscines gonflables à l'occasion. C'est-à-dire ? Bah, je sais pas, je crois qu'il est d'origine manouche, lui, donc voilà, les combines à droite à gauche, voilà, hein. Ça va de la ferraille à la piscine gonflable, hein. On gratte l'oseille où on est, hein. Ah, il me semblait qu'il était corse, donc quelque part un peu italien. Les origines de Jul sont un grand mystère, hein. Personne ne sait précisément quelles sont ses origines, mais pour revenir un peu au sujet initial, je trouve quand même enfin, c'est hallucinant de voir comment un sujet pareil, qui est à mon avis anecdotique au vu des vents et marées que traverse notre pays, voilà, la combativité des deux camps, quoi. Voir Pascal Praud qui s'arrache les cheveux face à ces hystériques de quotidien qui font une attaque d'épilepsie, oh les blancs qui aiment pas les Nakamura, enfin, je trouve ça hallucinant, quoi. Dépenser autant d'énergie là-dedans, enfin, c'est vraiment se voiler la face, comme s'il n'y avait pas d'autre chose à faire, une meilleure façon de dépenser son énergie. Mais alors, supposons qu'il n'y ait pas d'autre chose à faire. Supposons qu'en fait, la priorité nationale, ça soit de trouver l'artiste qui représentera mieux la grandeur française pour ces Jeux Olympiques qui sont censés illustrer le talent athlétique des Français, hein. La France, hein, qui est d'ailleurs, je le rappelle, hein, la population la moins obèse et la plus mince d'Europe. Et alors, si on devait choisir un artiste pour représenter la France, pourquoi pas Aya Nakamura, hein. Aya Nakamura, beaucoup de gens qui plébiscitent qu'elle porte la couronne républicaine, hein, pour représenter la France pendant les JO, mettent en avant, à juste titre, que Aya Nakamura est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Alors, ça vous évoque quoi ? Et si jamais ça vous semblait pas pertinent, qui mettriez-vous à sa place ? Je dois dire que d'un certain point de vue, n'en déplaise aux droits tardés comme moi, hein, les vrais se reconnaîtront, Aya Nakamura est quand même représentative un peu de ce qu'est la France aujourd'hui en 2024, parce que oui, la France aujourd'hui en 2024, ça veut aussi dire venir de banlieue, être d'origine bambara et être sur la scène de la musique française avec un vocabulaire, voilà, qui parle pas à tout le monde. Après, moi, ça m'évoque aussi autre chose. Ça m'évoque le fait que la France, c'est une chose, la francophonie, c'en est une autre. On ne peut pas... Enfin, moi, j'ai entendu sur les micro-trottoirs, sur les sujets qui ont été faits un peu sur YouTube comme ça, beaucoup de gens qui disent « Oui, mais c'est l'artiste francophone plus écouté du monde. » Mais enfin, en même temps, la plus grande ville francophone, c'est Kinshasa. Je veux dire, je doute pas que le français soit un élément constitutif de certains pays ouest-africains, mais quand même, réduire l'identité de ces pays-là à la francophonie et par extension à la France, ça dénote quand même d'un certain ethnocentriste de la part de nos petits jeunes. Faut-il faire les JO à Kinshasa ? Bah, c'est déjà le cas, non, cette année ? Esquivage de milices. Ouais. Le saut de haie barbelé. Attention à l'alligator de l'autre côté, messieurs. La France a récupéré 3 médailles d'or en guerre civile. Oui, non, mais moi je rejoins un peu ce que dit Scipion, car en fin de compte, elle représente bien le pays, elle représente bien l'état de la nation. Parce que si on regarde ailleurs, si le but était de trouver une artiste qui représente la France et qui soit un peu connue à l'étranger, il n'y en a pas des masses de nos jours, de façon contemporaine. Je pense pas qu'en mettant un Vianney, ça aurait parlé à des étrangers. Peut-être qu'Aya, ça parle déjà un peu plus. Clara Luciani, pareil, je pense pas qu'elle ait du succès à l'étranger. Bon, pour ma part, si j'eût été le chef de l'organisation des JO, j'aurais ressuscité Johnny avec une IA, ou encore mieux, ce brave Carlos. J'aurais mis un hologramme comme Jean-Luc Mélenchon, mais à la place j'aurais mis Carlos sur scène en train de chanter Tiroli pimpon sur le chihuahua. L'été dernier fatigué, je suis parti sur une chaloupe, bronzer ma carte de crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des vaudous, qui
il m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, banana? Tire du pimpon sur le chihuahua. Tire du pimpon avec la tête, avec les bras. Ça aurait parlé à tout le monde. En plus, la chanson, elle traverse les continents, donc ça s'y prêtait. Mais pourquoi pas Michel Sardou? Michel Sardou, c'est quand même un chanteur assez connu avec des sons qui font danser, hein. La Java de Broadway, Le Temps béni, Femme des années 80, etc. Et à mon avis, lui, il pourrait faire comment dire, un excellent duo avec Aya Nakamura, parce que ce serait un pont entre la danse boomeuse et la nouvelle génération. Ils auraient proposé Michel Sardou tout seul, ça aurait provoqué un scandale pire qu'Aya Nakamura. Bah, on aurait eu exactement le même scandale, mais à l'envers. Ouais, mais et donc en plus hystérique, tu vois, genre, côté, crise quotidien d'épilepsie, qui bave à pèse, la bouche, imprécation démoniaque et tout le tintouin. Hein. On aurait eu droit à la totale. Hein. Les heures les plus sombres, bah oui, parce que Michel Sardou, c'est un peu le Troisième Reich. Voilà, on connaît. Michel Sardou, je pense que ça irait très bien avec Aya Nakamura et je réclame un featuring. Mais je crois d'avoir lu un article où l'idée avait été proposée hein, de faire chanter les deux ensemble. Il me semble. Hein. C'était le Gorafi. Ah, je sais pas, ouais, peut-être, je sais pas. Après, la photo était marrante. On voyait Michel Sardou habillé en Jones. Enfin, il était là avec blouson en cuir, voilà, vieux baroudeur. Et on aurait mis Aya Nakamura en tenue traditionnelle en bigouden, habillé en bécassine. Très bien. Celui qui retrouvera l'article saura pour quelle boîte je travaille. Mais figurez-vous que moi je rejoins un peu ce que tu disais, mon cher Maurice, concernant ce que dit la gauche, c'est qu'il y a un côté effectivement. Bon, alors on est tous d'accord hein, sur le fait que ce débat n'est pas très important. Hein. Oui, l'hystérie ou l'hostilité qu'il y a vis-à-vis de Aya Nakamura, c'est, on va dire, une hostilité un peu par principe. Oui, de posture. De gens qui vont, oui, qui dans la posture vont dire ça vole pas très haut, ce qui est vrai. Les textes sont pas très travaillés, ce qui est vrai. Elle fait des danses vulgaires, c'est vrai. Mais ça me rappelle une chanteuse qui est adulée par tous nos boomers, hein, à commencer par Gérard Larcher, une chanteuse qui a même été panthéonisée, et je veux parler bien sûr de Joséphine Baker. Alors Joséphine Baker, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est celle qui a chanté notamment Ma petite tonkinoise, et qui avait comme particularité de danser nue devant les boomers de l'époque avec des jupes en peau de banane. Et cette femme a fini au Panthéon. Donc moi, je prédis que Aya Nakamura, dans 50 ans, sera défendue comme une icône de la France. Et que dans 100 ans, elle sera panthéonisée. Sanctifiée même, peut-être. Hein. Qui sait. Morte pour nos péchés. Non, la laïcité s'y oppose, cher ami. Non, mais voilà, il n'y a pas besoin d'être dans la religiosité pour avoir des idoles. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Robert le Tigre. Aya Nakamura a toutes les qualités pour devenir à l'avenir une icône. D'ici 50 ans, on aura cryogénisé Jacques Lang. Et on le sortira pour l'occasion de son frigo, en le décongelant pour qu'il nous fasse un discours sur la place du Panthéon, en disant à quel point la culture française a été portée sur les fronts baptismaux par cette brave Aya. Et elle sera panthéonisée avec tous les honneurs, toutes les légions d'honneur possibles et imaginables. Et peut-être même que Jacques Lang ouvrira l'Institut du monde africain. Qui sait? Du monde francophone, s'il te plaît. Bien dit. Très bien. Est-ce que vous aviez d'autres points à ajouter sur Aya Nakamura ou on peut passer à la rubrique suivante? Seule chose à ajouter, c'est que par curiosité, bon, je connaissais quelques chansons parce qu'elles sont assez célèbres et qu'on les a entendues ne serait-ce qu'au supermarché. Mais j'étais allé regarder, j'ai tapé sur Spotify. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'excellent Régime des Actifs. J'ai tapé Aya Nakamura et la première chanson sur laquelle je suis tombé, c'était une chanson qui s'appelait Doggy et qui célébrait une magnifique
contorsion physique, qui est le doggy style. Alors, je vous laisserai aller vérifier ce que c'est. Mais c'était épatant. Les paroles étaient épatantes. Voilà. Moi, il y a un truc que je voudrais ajouter, c'est qu'on a, à juste titre, souligné récemment la pauvreté peut-être des chansons. Mais c'est pas une pauvreté qu'il y a uniquement chez Aya Nakamura, c'est un appauvrissement qu'on constate dans un peu toute la musique hip-hop en général, que ça soit le rap, le R&B, les choses comme ça. Mais ça va de pair avec je dirais quand même une sacrée amélioration des instrumentales, de la musique, parce que c'est sûr que si vous comparez un texte de Jul par exemple à un texte de Roth d'il y a 20 ans, vous allez trouver que celui de Roth est d'une qualité très supérieure, et même si vous regardez il y a 30 ans du MC Solar ou des choses comme ça. Mais alors la musique, ça n'a rien à voir, hein. La musique aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Ils ont trouvé la combine après, Robert. Même à moi le premier, ça m'arrive parfois d'écouter des musiques, qui sont nulles sur le fond, sur le texte, etc., mais qui est envoûtante de par l'instru. En fait, l'instru c'est devenu tout. Finalement, je vais écouter Doggy de Aya Nakamura, pourquoi pas, hein, mais voilà, je trouve que c'est mine de rien assez à l'ordre du jour, quoi. Assez à l'ordre du jour. Tu vois, après, Il y a la sexualité latente. C'est plein d'énergie, plein de vitalité, comme dirait ça se vautre dans le stup. notre ministre. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Très bien, chers amis, sans transition aucune, passons à la prochaine rubrique, la rubrique super profit et super dividende. Alors, le contexte, instant contribuable. L'instant contribuable. Et d'ailleurs, je vous ai préparé un petit jingle. Je sais pas si je le mettrai tout de suite ou si on attendra la radioactif pour le libérer, pour le dévoiler. Pour le dévoiler. On attendra la radio. Très bien. Eh bien, comme vous le savez, notre État français a besoin d'argent. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il n'a pas assez d'argent pour financer sa dette. Le déficit, c'est l'argent dépensé par l'État, l'argent qu'il n'a pas par rapport au PIB annuel. Donc le déficit a atteint plus de 5,6% de déficit annuel, ce qui est énorme, hein. Et on s'attendait plutôt à du 4,9%. Alors l'État se dit, zut, j'ai pas assez d'argent qui rentre dans les caisses, il faut que je trouve de l'argent. Bon, on aurait pu se dire qu'on dépenserait moins, mais non, on se dit que il va falloir trouver de l'argent. Et alors, il y a plusieurs idées qui viennent sur la table pour trouver de l'argent. Augmenter les taxes, couper certaines dépenses publiques, couper les retraites. Non, je plaisante. Et parmi les impôts qu'on propose d'augmenter, eh bien, il y aurait ou qu'on propose de créer, il y aurait des impôts sur les rentes. Et les rentes, ça serait, c'est un peu flou, hein, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Ça pourrait être l'argent qu'il y a dans les livrets d'épargne, dans les fonds euros, mais aussi l'argent des assurances-vie, l'argent des dividendes, les profits des entreprises. Et donc voilà, dans ce fouillis, moi j'ai proposé qu'on fasse une petite rubrique spéciale super dividende et super profit, afin d'essayer de définir ce que sont les super profits et ce que sont les super dividendes. Mais avant ça, augmenter les impôts, ça vous branche, les gars? Ah bah oui, hein, bien sûr. Pourquoi ça devrait pas me brancher si ça permet à notre bon pays d'être encore plus rayonnant, encore plus jeune, encore plus dynamique. Bien sûr, je suis prêt à
Je suis prêt même à me saigner les veines et à mourir sur le trottoir pour que le pays se porte bien et que nous puissions être à la hauteur de notre réputation humaniste, internationale, la main sur le cœur, et voilà. Et place Alors, aux jeunes, le temps des fachos, c'est fini. Hein, je veux dire, qui se refuse de payer des taxes encore aujourd'hui, hein, à part quelques dissidents. Je ne contracte pas. Je ne contracte pas. Je ne peux qu'abonder dans le sens de Scipion. Tu vois, après, à la fin du mois, à la fin du mois de mars, j'ai reçu ma 12 fiche de paie. Sur ma 12 fiche de paie, s'affichait mon super brut, duquel s'enlève un 50% en cotisation, ce qui n'est pas assez, évidemment. Je suis navré que ça soit si peu élevé. Pour arriver sur mon net sur lequel ensuite est calculé mon impôt sur le revenu, net sur lequel s'enlève ensuite la TVA et ainsi de suite. Bon, je reviens pas sur ça. Et donc face à tout cet élan de générosité que j'ai envers l'État, bon, j'étais peut-être un peu trop généreux, ce qui fait que ce mois-ci, je me suis privé de mon abonnement Navigo, vois-tu. Abonnement Navigo qui se chiffre environ 85 € par mois, malgré le fait que le réseau soit largement financé par l'argent public. Et donc, j'ai décidé de faire confiance à cette brave Anne Hidalgo, et j'ai pris un Vélib. J'ai enfourché mon Vélib. Et là, pas de chance, le Vélib n'a pas passé le contrôle qualité, et les freins se sont bloqués, et j'ai fait un soleil, et j'atterris sur le visage, en m'ouvrant le menton, et en me cassant le bras. Les pompiers sont gentiment venus me chercher, m'ont gentiment amené à l'hôpital, et c'est une fois à l'hôpital que j'ai pu constater toute ma munificence, à quel point mon argent était bien dépensé dans notre joyau qui est la sécurité sociale et la santé en France, car j'ai été accueilli triomphalement par une haie de clochards qui était venue m'accueillir. Et les infirmières m'ont observé, ils m'ont dit quel est votre degré de douleur, monsieur? Bon, un peu bêtement, j'ai donné un degré de douleur qui en fait était celui que l'adrénaline me faisait ressentir, mais une fois que l'adrénaline est retombée, c'était un peu plus élevé. Et ils m'ont dit, dans ce cas, veuillez attendre dans la salle d'attente, qu'on me prenne en charge. Bon, j'ai attendu 4 heures, cher ami. 4 heures avec le menton ouvert qui pissait le sang, ce qui fait que j'espère qu'ils ont le budget pour la femme de ménage, parce qu'il y en avait absolument partout par terre. À côté de moi se trouvait un sans-abri au doux parfum de ville qui marmonnait des choses tout seul et qui allait harceler les différents patients en souffrance. Et une fois pris en charge, au bout de 4 heures, un monde dystopique. on me dit, cher Maurice, veuillez vous rendre dans cette pièce. Et l'infirmière se barre, elle me dit, allez là-bas. Bon, je fais ok. Donc je me lève en boitant parce que j'avais les genoux en charpie, un bras qui marchait pas, le menton ouvert. Je me rends dans cette pièce, je m'allonge, j'attends 1 heure de plus. Et là vient une petite dame qui me fait, bonjour, c'est moi qui vais m'occuper de vous, je suis étudiante en médecine, le médecin n'est pas là. Et donc, elle m'a rafistolé comme elle pouvait. Elle m'a fait des points de suture qui, évidemment, se sont ouverts le lendemain. On m'a fait une radio du bras sans me faire une radio de la main et du poignet, alors que eux aussi, ils étaient en compote. Et bref. Bon, c'était gratuit. Hein. Attention, c'était gratuit. Ah bah oui. Je veux dire, ça a même meilleur goût quand c'est toi qui a payé pour. Hein. Eh oui, cher ami, eh oui. Mais bon, tout ça pour dire que notre argent est bien dépensé quand même. Très bien. Oui, les services publics, c'est toujours une sacrée découverte. Moi, je dois avouer que je suis toujours surpris par la déception qu'on a vis-à-vis des services publics. Que ça soit l'hôpital, hein, donc toi, il t'est arrivé une mésaventure causée par la SNCF et qui n'a été que catalysée par la qualité des hôpitaux. Mais moi, j'ai, à titre personnel, des membres de ma famille qui sont pas forcément très fortunés, qui ont eu à plusieurs fois besoin des urgences et qui n'ont pas été aidés par les urgences, qui ont dû passer par le privé pour sauver leur vie. Et sinon, à titre personnel,
quand j'ai eu besoin de voir un médecin, mais aucun médecin n'était disponible. Et quand j'ai besoin d'aller à la mairie pour récupérer des papiers, eh bien, il se trouve que nos amis fonctionnaires de la mairie décident de finir à 17h. Et voilà. Notre belle dizaine, notre belle ribambelle d'employés de mairie qui passent leur vie sur leur téléphone portable ou à papoter et qui ne travaillent pas, te force à poser un RTT et à passer ton après-midi chez eux pour récupérer un acte de naissance. Alors là, vraiment, bravo. Hein. J'adore la mairie. Mais pour revenir un peu à notre sujet, moi j'aimerais vous poser des questions. Si vous vouliez, si vous étiez à la tête de l'État et que vous vouliez trouver de l'argent, comment est-ce que vous feriez? Alors, Maurice, tu veux bien commencer le temps que... que tu rassembles tes esprits pour être le moins virulent possible. Ouais. Bah écoute, mon cher Robert, moi j'irai taper là où il y a de l'argent, bien sûr. Et là où il y a de l'argent, c'est évidemment chez nos retraités, qui sont donc cette génération qui a le plus épargné, qui a le plus de revenus, qui a un train de vie bien supérieur à celui des jeunes actifs, et qui sont les seuls à bénéficier d'augmentation de rente, hein, comme on parlait de rente tout à l'heure. Mais leurs retraites l'année dernière ont été augmentées de 5,5%, ce qui équivaut à 14 milliards d'euros. Et ensuite, on a Bruno Le Maire qui dit « Ah mince, il manque 10 milliards d'euros dans les caisses. » Bon, c'est pas très original ce que je dis. C'est un peu la ligne directrice du régime des actifs, c'est de tirer à balles réelles sur les retraités. Oh, quand même pas. N'exagérons rien, voyons. Les balles en caoutchouc feront l'affaire. Non, mais après, tu vois, à ce que je dis, on pourrait me rétorquer. Oui, mais Maurice, ces gens-là ont travaillé toute leur vie. C'est bien normal qu'à la fin de leur vie, ils aient plus de revenus que ceux qui la commencent. Ah, mais Bon, après, il faut aussi dire quelque chose, à mon avis. Mon cher Maurice du Jambon, disons que s'attaquer aux retraités est... dans le monde occidental aujourd'hui, en Europe en particulier, surtout en France, voilà, c'est un peu s'attaquer au taureau sacré. Disons que c'est un combat très très difficile. On sait à quel point l'opinion publique aujourd'hui est conditionnée par la masse de travailleurs, voilà, de feux travailleurs, qui certains ont même rendu leur casaque de hussards de la République, des enseignants, voilà. Donc, disons que c'est quand même un peu compliqué. Un bon moyen, à mon avis, de gagner de l'argent en restant dans l'optique café du commerce, ça serait la dépénalisation de l'usage récréatif du cannabis et la légalisation de la vente avec le monopole de l'État. À mon avis, ça serait une bonne idée. Après, bon voilà, le cannabis fait des ravages, bien sûr, la France est le premier consommateur, mais je pense que en ayant un monopole d'État sur le cannabis, on a un moyen de contrôler le produit, peut-être même de le produire en France. Hein. Certaines terres de France sont assez propices, hein, la Corse notamment, la Côte d'Azur, créer de l'emploi. Après, bon, Pascal Praud râlera sûrement sur CNews, et pas que lui. Mais enfin, ça va pas. Mais enfin, ça va pas. Bah oui, là, c'est ça. Mais vous êtes fous. Mais après, disons que l'argument numéro un de cette déduction, c'est que là, on s'attaque pas à l'argent des retraités, hein, on s'attaque à l'argent des crapules. Hein. Oui, non, ces gens-là, ça fait des décennies qu'ils vivent sur le dos des malheurs d'autrui, hein, en se payant des baraques dans des pays très exotiques, qui à certains Français de notre génération sonneront familiers même. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, ils seraient pas contents. Hein. Ils seraient pas contents. Ça créerait des émeutes, ok. Mais une fois que ça se serait calmé, qu'ils se seront résignés à vendre leur coke et l'héroïne, ça se calmera. Et de
toute façon, vendre la coke et l'héroïne devant n'importe quel tribunal, même si c'est ta première fois, même si t'es un mineur isolé de 45 ans femme syrienne qui fuit la guerre civile au Darfour, bon, on t'arrête avec 5 grammes d'héroïne, pas la même chose que si on t'arrête avec 4 barrettes de shit et qu'on te dit c'est pas bien, sors dehors. Sans forcément aller sur le terrain du cannabis ou sans forcément dire les retraités sont très méchants, je pense qu'il y a deux sujets importants qui sont évoqués ici. Déjà, le fait que l'activité économique permet de nourrir l'État, et c'est pas forcément en faisant plus de taxes, hein. Il y a une notion qui est assez simple, qui est l'optimum de Pareto. Si on taxe les gens à 100%, ils vont pas travailler, il va pas y avoir de rentrée fiscale. Et si on les taxe mettons à 20%, eh bien ils vont travailler et il y aura plus de rentrée fiscale pour l'État que s'il n'y en avait pas eu. Et tout un tas de législations qui empêchent certaines activités économiques d'émerger. Donc là, notre cher Scipion l'Africain évoquait la question du cannabis, mais on pourrait voir plus largement l'IA, la technologie, que les OGM, que sais-je, le gaz de schiste, eh bien avoir des législations qui soient plus simples et peut-être même des taxes plus faibles permettrait en soi d'augmenter les rentrées fiscales. Et après, il y a la question de la dépense. Et dans la dépense, notre cher Maurice évoquait la question des retraites. Pour moi, je pense que ce qui est important, c'est pas de savoir forcément si les retraités méritent ce qu'ils ont. Ils peuvent avoir bénéficié de conditions qui sont meilleures que les nôtres, mais nous, un jour, on sera des retraités, peut-être qu'on nous accusera d'avoir bénéficié de la période des taux 0, des taux 1%, ou que sais-je. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est aujourd'hui comment est la situation. Et la situation de la France, c'est que on a 1,5 actifs pour un retraité, peut-être bientôt un actif pour un retraité, que les actifs payent pour tout, que ça soit pour les retraités, pour les services publics et pour les inactifs, et qu'il faut trouver des façons d'alléger le fardeau fiscal des actifs pour qu'ils puissent épargner, pour qu'ils puissent faire des enfants. Et si ça implique que d'autres se serrent la ceinture, comme les retraités, moi ça me semble justifié. Maurice disait que indexer les retraites sur l'inflation, ça a coûté 14 milliards. En fait, il me semble que c'est plutôt 15 milliards. Il faut savoir qu'à côté, la réforme des retraites qu'on a faite pour éviter de tomber en faillite, elle a économisé 14 milliards. Donc en fait, on a économisé 14 milliards sur le dos des actifs pour donner 15 milliards aux retraités. Et ça peut pas marcher. Ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher. Disons que le problème qu'a notre génération, c'est il faut réussir à gérer la frustration de n'avoir rien demandé à personne et pourtant de devoir rendre des comptes pour des politiques passées qui ont coûté extrêmement cher. T'as raison, on sera un jour retraité, on sera bien content de pouvoir arrêter de travailler. Alors, j'ai pas dit qu'on serait un jour retraité, mais un jour on sera les vieux et il y aura peut-être des jeunes un peu hargneux. T'as raison. Si jamais ça arrive, en tout cas, je pense que ça sera humain de la part de tous d'être énervé qu'on s'attaque à notre argent quelque part. On le comprend. Après, c'est une supercherie dès le début, parce que le taux que t'as donné, 1,5 actif pour un retraité, ça prouve bien que dans les années 70-80, il y a des gens, ils ont eu une vie active de 15 ans, quoi, de 12 ans. À titre personnel, j'ai un grand-père qui est parti à la retraite à 52 ans, et son fils partira, lui, à la retraite sans doute à 70 ans, donc ça montre bien la différence. J'ai une grande tante qui est partie à la retraite à 50 ans. Elle a aujourd'hui 95 ans. Elle a passé plus de temps à la retraite qu'en étant au travaillant. Ouais. Ah oui. Bon, si j'étais, d'une façon un peu moins caricaturale, il est clair qu'il faut alléger le fardeau fiscal. Et de toute façon, toutes les solutions qu'on présente aujourd'hui n'auront des répercussions que dans 20 ans. Parce que à tout cela, il faut ajouter bien sûr la relance d'une dynamique démographique.
pour pallier à... Si on est obligé de rester dans une répartition, dans une retraite par répartition, il est clair qu'il faut passer de 1,5 à 4 actifs par retraité. Et un gros fléau qui est le gaspillage d'argent public. Je pense qu'il y a des économies à faire à peu près partout. Quand on voit que, comme tu le disais, tu as des fonctionnaires qui sont à la mairie, qui n'en parlent pas une, qui ferment à 17h, qui coûtent un bras... Ces gens-là seraient peut-être mieux employés dans le privé, j'en sais rien. Donc, laissons-les créer de la valeur ailleurs, sans parasiter l'argent des contribuables. Et après, je pense qu'il peut y avoir aussi des solutions très originales pour trouver de l'argent et résoudre des problèmes immédiats. Donc, le problème immédiat, c'est la dette, tu vois. Imaginons la dette devient encore plus catastrophique qu'elle n'est aujourd'hui, et il y a un scénario grec qui se profile. Imagine un monde dans lequel un président avec une certaine poigne arrive et dise « Bon, sur l'année présente, tout continuera comme c'est actuellement. Et l'année prochaine, préparez-vous, on ne versera pas un centime de retraite ou de rente et on coupera certaines aides sociales. Pas un centime, rien, zéro. » Et ben ça laisserait 1 an aux gens pour se préparer, pour mettre de côté. Bon, évidemment, il y aurait des minima pour les gens qui ont vraiment que dalle. Mais pour tous les autres, il n'y aurait pas un centime. Ça leur laisse 1 an pour se préparer. Il y a une année blanche qui se déroule, on fait des économies de fou furieux. Et l'année qui suit d'après, on réouvre le robinet, mais en baissant un peu le flux. Je pense qu'on va pouvoir parler par la suite des différentes solutions radicales. En tout cas, la solution d'une forme de... qu'on appelle ça de frugalité en termes de répartition de dépenses publiques, ça a quelque chose d'assez séduisant. Mais aujourd'hui, en fait, il y a ce problème à la fois de l'État qui dépense trop d'argent. Alors, il y a le problème de la dépense publique avec toutes les administrations qu'on a qui coûtent un bras. Il y a le problème de la démographie, hein, qui est un frein pas juste en termes de répartition, mais qui est un frein économique, hein, parce que avoir une population qui croît pas assez vite, ça veut dire moins de croissance économique, moins d'économie d'échelle, etc. Potentiellement moins de génie qui émerge. Alors on n'a pas la situation la plus catastrophique d'Europe en termes de démographie, mais c'est pas terrible. Et cette question en fait des retraités qui vivent super longtemps et qui ont un poids politique qui est énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a aucun grand parti politique qui ose parler du sujet en fait du poids des retraites et du poids des retraités, et que toutes les solutions qui sont évoquées sont de fonctionner soit dans l'État, soit sur les actifs, soit sur les entreprises, plutôt que sur les retraités. Et alors parmi ces gens qui veulent ponctionner les actifs, on parle de ponctionner les rentes, et parmi les gens qui veulent ponctionner les entreprises, on parle de ponctionner les super profits et les super dividendes, ce qui, comme nous allons le voir, en fait, revient aussi à ponctionner les actifs qui épargneraient pour leur propre retraite. Alors parmi ces gens, on a Yael Braun-Pivet, donc Yael Braun-Pivet qui est la présidente de l'Assemblée nationale, qui proposait une contribution exceptionnelle des grandes entreprises, hein, taxer les super profits. On a aussi Bayrou qui proposait une taxe sur les super profits, ce qui permettrait d'éviter de toucher à l'assurance chômage. Et alors moi, j'aurais aimé vous poser la question, c'est quoi des super profits ? Super profit, c'est vrai que c'est une notion un peu nébuleuse. Hein. Le mot est apparu sur la scène médiatique l'an dernier, quand on avait les pics d'inflation et surtout le prix de l'essence qui s'était envolé, avec justement les super profits de Total Énergie. Et donc, ce seraient ces revenus records, ces entrées de cash manifestes, poussées par une hausse de prix d'entreprises qui ont un monopole sur une matière première ou autre. Mais on comprend pas trop si justement ces surprofits sont... si les coûts ont aussi augmenté. Bon, bref, c'est assez nébuleux. La conclusion de tout cela, c'est des versements de dividendes records aux actionnaires.
Comme d'habitude, évidemment, ces entreprises font des chiffres d'affaires à l'étranger. Tu vois, le CAC 40, je pense que 80% du CAC 40, il fait son chiffre à l'étranger. Donc ça n'aurait aucun sens de taxer des revenus qui ne sont pas réalisés en France, de 1. Et de 2, si l'État veut vraiment tirer profit de tout cet argent, il faut savoir qu'avant tout, c'est un actionnaire, quand il touche son dividende, c'est qu'il a pris un risque. C'est-à-dire qu'il a investi de l'argent qu'il peut potentiellement perdre, une perte en capital, et ce n'est que la rémunération de ce risque. Donc si l'État voulait vraiment s'en mettre plein les poches, il aurait dû racheter des actions de Total et toucher un gros dividende. Alors, il me semble qu'il est actionnaire de Total. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que l'État est actionnaire de Total. Ouais, je crois aussi l'État est actionnaire de Total. Hein. Et de toute façon, grâce à la flat tax, il touche 30% des dividendes qui sont versés par les entreprises et il y a l'impôt sur les sociétés. Mais alors, moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, mon cher Maurice, et te proposer 3 définitions que j'ai pu trouver des super profits. Parce que cette notion est quand même nébuleuse. Alors, il y a la première qui est sans doute la plus absurde, qu'on entend assez souvent, qui est la notion de profit record. Alors, on te dit chaque année, Total, BNP, ou que sais-je, a réalisé des profits records, ou LVMH a réalisé des profits records. Alors, c'est quoi un profit record? C'est juste avoir réalisé plus de profits que on n'en a jamais réalisé. Mais en fait, c'est assez absurde comme notion, parce que on sait tous qu'une entreprise qui ne génère pas plus de profits chaque année, c'est une entreprise qui va mourir. Deuxième définition, ça serait une définition qui vient d'un économiste, j'ai trouvé ça dans Libération, qui définit le super profit comme la capacité spécifique de l'entreprise à engranger des profits supérieurs parce que ses produits sont plus appréciés ou parce qu'elle dispose de compétences particulières. Donc en gros, ça veut dire punir les bons élèves. C'est dire, je sais pas, mettons, Apple a développé des iPhones. Il se trouve que les gens veulent plus d'iPhone, donc les prix des iPhones montent. C'est injuste. Punissons Apple pour ses profits records. En fait, si tu veux, l'animosité qui s'est développée autour de cette notion repose justement sur cette idée que les profits auraient été faits sur le dos des consommateurs. Et c'est pour ça que je pense que l'exemple d'Apple n'est pas très pertinent. En revanche, il faudrait plutôt creuser un peu la question totale. Parce quelque part, la journalope de Libération, quand elle va faire sa diatribe envers... quand elle va venir critiquer les super profits, et elle va dire, Total, ils vendent de l'énergie, tout le monde en a besoin. Ils ont fait exploser leur prix et ils s'en sont mis plein les poches sur le dos de monsieur et madame tout le monde. Eh bien, je viens sur ça. Avec la 3e définition qui concerne beaucoup plus Total, qui est la définition qui qualifie les super profits de profits liés à un facteur extérieur à l'entreprise dégagé sans qu'il y ait eu d'investissement réalisé ou de stratégie pour accroître les bénéfices. En ajoutant éventuellement la clause, c'est encore plus grave si c'est des produits qui sont essentiels. Et alors là, Total, ça rentre parfaitement dedans, parce que Total, ses bénéfices sont très corrélés en fait au prix des matières premières, notamment le prix du baril de pétrole. Et on les a accusés d'avoir gagné énormément d'argent sans rien faire parce que le prix du baril montait. Et moi, ce que je trouve fou quand même, c'est il y a des entreprises effectivement dont les bénéfices vont être très liés au cours des matières premières, mais ces entreprises, c'est des entreprises qui sont quand même extrêmement risquées, avec des bénéfices et des revenus qui sont très irréguliers. Et est-ce que quand Total fait des profits records, il faut les taxer? Ok, d'accord. Ils n'ont pas mérité de gagner plus, mais quand on a le prix du baril qui devient négatif, comme c'est arrivé sous le Covid, ou quand les banques perdent de l'argent parce que les taux d'intérêt passent en négatif, est-ce qu'il faut leur donner de l'argent? Attends juste une seconde, cher ami Robert. Le truc, c'est que tu vois, tu parlais de Total, mais faut pas oublier que dans le lointain 2011, la France a pris
comme décision géopolitique d'abattre le feu dirigeant libyen Muammar Kadhafi, en grande partie parce qu'il ne voulait pas que Total soit implanté sur le sol libyen. Aujourd'hui, on voit les effets négatifs de cette intervention en Libye, notamment les flux migratoires, la sécurité en Méditerranée, j'en passe et d'autres. Mais où sont les bénéfices? La France a pris un risque global et national en s'engageant dans ça pour que justement Total puisse mieux s'implanter et que conséquemment la vie des Français en métropole coûte moins cher. Mais où est tout ça? Comment ça? Enfin, dans le cas de Total, c'est quand même un peu particulier, hein. Un peu particulier. Les taxes CE, voilà, disons que moi je suis assez d'accord aussi avec ce que tu dis, Robert, c'est-à-dire que finalement l'attitude de devoir punir le meilleur de la classe, c'est ce qu'il y a de pire, parce que ça n'encourage pas du tout, tu vois, au progrès, mais enfin, je veux dire à l'efficacité, voilà. Mais dans le cas de Total, c'est particulier quand même, hein, parce que la France s'est mise en jeu pour eux quand même, hein. De toute façon, la discussion autour des super profits n'a vraiment aucun sens, avec un truc qu'a dit Robert au tout début, qui est tout bête, c'est que de toute façon, les dividendes, elles sont taxées de base à 30%, donc c'est proportionnel, ils peuvent gagner des 100 milliards de plus, ça fera autant d'argent qui rentrera dans les caisses de l'État, et pareil pour l'impôt sur les sociétés, c'est toujours le même niveau. Donc s'ils sont des profits records, il y aura aussi une taxe record sur l'ensemble de l'argent qu'ils ont gagné. Donc je vois vraiment pas pourquoi on devrait s'amuser à les taxer plus. Et l'autre point sur lequel j'aimerais conclure, c'est effectivement, quand l'État est bien rigolo, quand tout va bien de ton côté, il aime bien venir tendre la main pour que tu lui graisses la patte. Par contre, quand ça va mal dans ton sens, alors là, il va pas venir pallier tes pertes. Moi, demain, mon compte titre, il fait moins 50%. Pas Macron qui va venir me dire « Oh, mon brave Maurice, excuse-moi, tiens, on a partagé le risque. J'accepte de prendre à ma charge 30%. » Et alors maintenant, j'aimerais rebondir sur cette notion de dividende, parce qu'on a parlé des super profits, mais il y a aussi la question des super dividendes. Alors le super dividende, on entend ça, moi je me suis dit, c'est quoi un super dividende? Ça doit être un dividende qui est très élevé. Et j'ai trouvé aussi plusieurs définitions. Alors la première définition que j'ai trouvée du super dividende, c'est un dividende qui serait supérieur au taux sans risque. Donc le taux sans risque, pour rappel, en fait, c'est le taux auquel vous pouvez investir sans craindre de perdre de l'argent. Donc en fait, typiquement, c'est le taux directeur de la Banque centrale. Aujourd'hui, le taux sans risque, en Europe, il est environ à 4%. Vous mettez de l'argent sur le compte de la Banque centrale, vous revenez dans un an et vous allez avoir 100 euros plus 4%. Et donc en fait, un dividende qui serait supérieur au taux sans risque en suivant cette définition, ça serait le dividende d'une action qui aurait un fort rendement. Là, en l'occurrence, supérieur à 4%. Mais donc, les gens qui connaissent pas l'investissement, ils se disent « Ah oui, c'est très choquant, des entreprises qui versent des gros dividendes. » Mais les gens qui ont un peu de bouteille dans l'investissement, qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent que les entreprises qui versent des gros dividendes et qui ont des énormes rendements, en général, c'est des entreprises pourries. Ça va être des entreprises qui ont plus aucune croissance, qui génèrent plus beaucoup de revenus, et pour qui ça servira à rien en fait de réinvestir leur argent dans l'entreprise parce qu'ils ont aucune opportunité de croissance. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que taxer le super dividende suivant cette définition-là, ça voudrait dire que tu taxes pas le dividende de Microsoft ou de Apple qui a un rendement inférieur à 1%, mais tu vas taxer le pauvre retraité qui a ses actions Crédit Agricole pour se faire une petite rente annuelle. Ce serait donc ça la solution en fin de compte pour taxer les retraités. C'est taxer les entreprises pourries. Allez vers la médiocrité, chers amis entrepreneurs. on va tous vouloir taxer les super profits d'un coup. Mais oui, mais en fait, ça concerne que les entreprises qui ont très peu, voire pas de croissance, ou les entreprises qui ont une énorme décote, hein.
Donc c'est assez ridicule. Après, il y a une autre définition du super dividende qui est en fait non pas vraiment le super dividende, mais le dividende exceptionnel. Vous savez, ça arrive que des entreprises vont décider exceptionnellement, quand elles ont du cash en trop, de le reverser aux actionnaires. C'est quelque chose qui arrive souvent avec les pétrolières comme Total, parce que ça leur arrive en fait juste d'avoir de l'argent dont ils savent pas quoi faire, parce qu'ils ont eu des investissements qui ont été très profitables et qu'ils ont suffisamment d'argent pour ne pas être à risque, comme ça peut arriver à des bancaires, ou ça peut arriver à, je sais pas, des rates, donc des entreprises de l'immobilier, ou des entreprises un peu à la Main Street Capital, qui sont vraiment axées sur le dividende et qui de temps en temps vont entre guillemets récompenser leur actionnaire. Mais cette notion de dividende exceptionnel, moi je la trouve un peu absurde, parce qu'en soi le dividende c'est pas quelque chose que l'entreprise est obligée de faire. Bon, il y a certaines entreprises qui sont légalement obligées de le faire, mais nous, les entreprises auxquelles on pense, qui sont Total, qui sont LVMH, Hermès, Kering, Air Liquide, etc., quand elles versent des dividendes, elles sont pas contractuellement obligées de le faire. C'est plus une façon, entre guillemets, de récompenser l'actionnariat. Là, si j'étais un fiscaliste de la DGFiP, je dirais, mais si ça se trouve, c'est une donation déguisée. Et dans ce cas, je le taxerais non pas à 30%, mais à 50%, cher ami. Mais est-ce que ta donation, tu ne la taxerais pas à 0% en disant qu'après tout, Patrick Pouyanné, c'est la famille? Oui, bah après, ça c'est si j'étais un fiscaliste à mon compte, et non pas pour le compte de la DGFiP. Et alors, il y a une dernière idée qui circule, qui est non pas de taxer les dividendes, les super dividendes, mais qui est de taxer les rachats d'actions. Parce que vous connaissez cette pratique des entreprises qui consiste à racheter leurs propres actions et à les détruire en fait pour diminuer le nombre d'actions en circulation, ce qui augmente la valeur relative des actions que nous possédons. Et alors la grande idée derrière, c'est de dire oui, mais une entreprise qui verse des dividendes ou qui rachète ses actions, elle investit pas dans la croissance. Alors que cette entreprise, si elle fait ça, ben, c'est typiquement que si elle mettait cet argent en capex, ben ça serait peut-être mal dépensé. Ou si elle le mettait en trésor, eh ben il resterait dans un bilan sans rien faire, et donc en fait il serait pas en circulation. Là où l'argent, ben, quand il va dans notre poche en tant qu'actionnaire, c'est aussi nous laisser le choix, nous, de le réinvestir dans d'autres pans de l'économie. Et qui a eu cette idée de taxer les rachats d'actions? Alors c'est une idée qui a été évoquée par, en fait en général ceux qui proposent aussi de taxer les dividendes, qui sont les mêmes, hein. C'était les François Bayrou, les Yael Braun-Pivet, mais ça vaut aussi pour des socialistes ou des gens de l'extrême gauche. Après, c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Quand c'est Yael Braun-Pivet, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître qu'elle dit ça uniquement en disant on est face à une situation exceptionnelle, on est très endetté, et en plus, à côté de ça, il y a la guerre en Ukraine, etc. On a besoin de contributions exceptionnelles. Après, il n'y a rien de plus permanent que les contributions exceptionnelles. Et de l'autre côté, excusez-moi les gars, je me trompe ou la France emprunte de l'argent à taux variable? Pas que je sache, non, on est plutôt sur du taux fixe. Après, le fait est que le taux fixe... Après, les taux augmentent. Les taux augmentent, donc quand tu empruntes chaque année, ça te fait fatalement des intérêts que tu rembourses qui sont fluctuants avec le temps. Oui. Majeur, donc, avec l'air du temps. Eh ben, ça a pas mal augmenté dernièrement. Et à côté de ça, on va avoir des gens qui pensent que taxer les super profits c'est bien parce que si quelqu'un a gagné de l'argent, il me l'a forcément volé. Un peu comme dans la répartition. Père Robert, voilà, moi, j'applique cette philosophie de vie à moi-même. Quand je vois quelqu'un qui a de l'argent, je me dis, il me l'a volé. Et quelque part, ça me donne l'énergie pour aller faire des manifestations avec mes amis en Sarwell, devant le ministère. Voilà, ça, on écoute du Aya Nakamura, ça dynamise beaucoup ma vie, hein. Beaucoup. Alors, on ne peut pas tous être des loups de Wall Street. Le dernier truc qui m'a énervé
dernièrement, c'était la déclaration d'Attal sur la taxation des PEA, des comptes titres et autres. Là, on n'est vraiment plus dans la logique des super profits et des super dividendes, on est juste dans la logique de vous avez mis votre argent de côté parce que vous êtes un jeune actif qui échappé à la répartition, il sait qu'il n'aura pas de retraite, donc il anticipe le coup. Et les quelques centimes qui lui restent à la fin du mois, il prend son courage à deux mains et il les met dans le casino de la bourse. Et le père Attal arrive et il nous dit haut et fort on va prendre de l'argent ici y compris, en plus des 30% de flat tax, en plus des taux réduits sur les PEA et les assurances vie, vous allez cracher parce que c'est considéré comme une rente. Bon, je le pose là, la logique est exactement la même de tout ce qu'on a dit avant. Je ne vais pas répéter les mêmes choses. C'est un scandale absolu. Et ça me fatigue au plus haut point. Heureusement que nous sommes protégés, parce que nous sommes protégés par quelqu'un. Je sais que beaucoup de gens aiment taper sur lui, mais moi je l'aime beaucoup. Notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le destructeur de renflement brun, l'apogète du col roulé, qui à chaque fois qu'on parlait de taxer les super profits, c'est quand même fendu de déclarations disant je ne sais pas ce que sont les super profits, etc., qui était très en colère, et qui défend quand même comme ligne politique depuis qu'il est au ministère de l'économie qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont une partie du gouvernement quand même a conscience, et qu'en fait les impôts sont tellement élevés que les augmenter plus, en fait, c'est juste détruire l'attractivité de la France. Il y a des efforts concrets qui ont été faits. Je pense à la flat tax, la suppression de l'impôt sur la fortune financière, la suppression progressive de d'autres impôts afin de rendre la France un peu plus attractive. Alors, on est toujours un pays communiste, mais on l'est peut-être relativement un peu moins que, mettons, il y a 20 ans. Mais le problème, c'est que baisser les impôts très légèrement et avoir la situation de dette qu'on a aujourd'hui, et avoir besoin en fait de chercher de l'argent parce que il y a des situations graves. Bon, il y a eu le Covid, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. On a besoin de financer une armée, on a besoin de financer une industrie de guerre et on n'a pas d'argent. Et c'est vraiment pas le bon timing. C'est vraiment pas le bon timing que, au moment où on essaie progressivement de revenir à une situation plus saine, en fait, on a besoin d'argent. Et à un moment, il va falloir prendre des situations difficiles qui créeront ou la révolution des actifs, ou des manifestations de retraités, ou les émeutes du hack-kick, des entrepreneurs dérégulés du hack-kick. Bah, t'as raison, mais après, si on devait se focaliser un peu sur le cas des jeunes actifs, voilà, le grondement monte. Je veux dire, on a parlé de la situation globale du pays, de l'état des services publics, des hôpitaux. Pourquoi ne pas parler aussi des métros? Enfin, je veux dire, les impôts sont une partie présente et importante et castratrice dans la vie des Français. L'État est là sur la fiche de paie. On a l'impression, vu l'argent que l'État nous prend, que c'est comme si on avait la protection, si c'était notre nounou, notre papa. Mais finalement, il y a rien qui est là. Il y a rien qui est là. Donc, on a les mauvais côtés de la surprésence de l'État, on est surtaxé comme des malades, et en même temps, on a l'impression que l'argent disparaît complètement dans le vide. Quand on se promène dans la rue, ou quand on a besoin d'aller se faire soigner, ou quand on doit prendre un métro, ou quand tu sors tu rentres de soirée avec ta copine après 23 heures du soir. Donc les jeunes actifs, clairement, ils commencent à en avoir à la casquette. Après, voilà. Après, pour les copines, moi je tiens à dénoncer le scandale des super copines. Moi, à chaque fois que je croise quelqu'un qui a une super copine, moi je me dis que cette copine qu'il a, il me l'a volée. Et je réclame taxer les super copines. Ouais. En tout cas, c'est peut-être une position qui est défendue par
par certains. Écoute, même les chevaliers du Moyen-Âge ne la défendaient pas, donc. Très bien, mais sur ce, je vous propose de revenir à la question des solutions. Donc en fait, il y a plusieurs solutions qu'on a déjà évoquées pour augmenter les rentrées fiscales, hein, parce que c'est ça, en fait, le fond du problème. Alors il y avait la question de l'austérité qui était évoquée par Maurice. Il y avait la question aussi de la libéralisation qui était évoquée par notre cher Scipion l'Africain. Donc on avait parlé aussi d'optimum de Pareto, etc. Et dans la question de l'optimum de Pareto, le fait de baisser les impôts afin d'avoir plus de rentrées fiscales, il y a deux exemples qui sont assez intéressants. On a le cas de l'Irlande, par exemple. Je m'ai défendu d'un petit tweet sur la question il y a bientôt un an, où en fait l'Irlande, qui vous savez est un paradis fiscal pour les entreprises, a vu ses rentrées fiscales qui ont fait un x6 entre 2012 et 2023, ce qui est totalement énorme. Et à côté de ça, la question de la Suisse. La Suisse aujourd'hui, qui est en fait un pays qui a augmenté ses impôts moins vite que ses voisins européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et qui aujourd'hui a des rentrées fiscales qui sont absolument incroyables et qui est capable d'avoir des services publics qui sont en très bon état, en meilleur état que ceux qu'on a en France par exemple, mais avec une fiscalité beaucoup plus basse. Ah oui, bon, ouais, d'accord. Mais si on sort la carte de la Suisse, malheureusement, c'est la terre promise, ce pays. Entre le paradis fiscal et l'enfer fiscal, c'est facile de choisir. Hein. Enfin, la pression fiscale est quand même assez élevée en Suisse, de ce que j'ai pu lire. Mais le pays est tellement mieux géré que, en fin de compte, ils en ont nettement plus pour leur argent. Bon, je laisse finir ce que tu disais. Alors oui, donc parenthèse dans la parenthèse, effectivement, la Suisse, en plus, ils ont un pays qui est très ancré sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'argent qui est ponctionné aux gens, généralement, il est dépensé par la commune, et les gens voient la façon dont il est dépensé. Donc il y a quand même plus de contrôle sur ce qu'est fait de l'argent, et c'est souvent beaucoup plus juste. Et oui, et pour revenir à ce que je disais, donc il y a la question en fait de baisser les impôts pour augmenter les rentrées fiscales, mais aussi la question de l'austérité, qui était évoquée principalement par Maurice. Et là, j'aimerais parler du cas argentin. Donc on avait parlé du programme de Javier Milei, ou Javier Milou, hein, pour les intimes, Xavier Milou. Et Xavier Milou, depuis qu'il est arrivé dans l'État argentin, il a sorti sa grosse tronçonneuse à service public et il a commencé à raser tout ce qu'il pouvait raser, hein, se débarrasser de leur AFP Argentine. Apparemment, maintenant, il veut se débarrasser aussi de leur équivalent du CNC. Il a viré des fonctionnaires à gogo et maintenant, pour la première fois depuis des dizaines et des dizaines d'années, notre État argentin est enfin excédentaire. C'est-à-dire que il n'y a pas de déficit budgétaire, il y a plus de rentrées fiscales que d'argent dépensé. Alors, est-ce que vous êtes inspiré par l'Argentine ? Attends, tu t'imagines un scénario pareil en France ? Genre, nos bons amis de gauche sortiraient les dents, nous feraient un truc jamais vu. Hein. Je pense que, enfin, j'ai été assez moi-même étonné du succès du gouvernement Milei, mais les Français sont quelque part trop gâtés, quoi. Hein. Les Argentins, eux, ils viennent de loin. Ils sont passés par des vertes et des pas mûres, dictature militaire, crise économique énorme, pays au bord du gouffre, suicide. Enfin, ça a été un réflexe pour eux d'apprendre à serrer la ceinture. Et le fait de vivre sur le dos avec l'argent que te donne uniquement l'État et donc sur le dos du contribuable, ça a toujours été vu comme un truc de sous-fifre, alors que bon, en France, c'est carrément institutionnalisé, donc bon, en France, ça m'a l'air quand même difficilement réalisable. On l'avait dit pendant l'épisode sur Monsieur Xavier Milou, que vous pouvez écouter d'ailleurs. C'est quelle saison ? C'est la saison précédente ou c'est... Saison 2, épisode 8 ou 9, je me souviens plus. Voilà, allez écouter, on passe en revue son programme officiel.
Et on lisait d'ailleurs dans ce programme que à ces coupes à la tronçonneuse des budgets de l'État, ils étaient en réalité destinés à être assez progressifs pour que le marché privé puisse absorber les pertes d'emplois dans le public. Alors j'aimerais bien connaître la proportion de fonctionnaires en Argentine par rapport au secteur privé, parce que je sais qu'en France, c'est un truc comme une personne sur 5, enfin un actif sur 5 qui est un fonctionnaire. Ce qui représente quand même énormément de personnes. Donc nous, si jamais on en venait à se permettre d'être austère, bon, austérité, pourquoi pas plutôt sobriété en quelque sorte, la période d'étalement serait nettement plus longue malheureusement. On ne pourrait pas absorber autant de parasites d'un coup. Bon, après, c'est quelque chose qui se fait déjà en partie, hein, que ça soit dans les administrations publiques ou même dans la police. On a de plus en plus recours aux contractuels et de moins en moins aux fonctionnaires qui ont entre guillemets un poste à vie. Après, ça réduit pas totalement le problème, dans le sens où même si le contractuel tu peux t'en débarrasser, il n'empêche que on a toute une masse de gens qui travaillent et dont on contrôle pas forcément la qualité du travail et que ça pèse sur l'économie. En plus de ça, il y a la question de l'imbrication entre le public et le privé, de tous les contrats qui sont passés entre le public et le privé, et couper ça d'un coup, en fait, ça fait qu'on va avoir du privé qui va avoir de moins gros revenus sur quelques années. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est pas évident à traiter. Et quand on se met à la place du gouvernement, bien sûr, nous, on a quelques idées sur les trucs. Je sais pas, certains disent le CNC, d'autres la presse, d'autres les commissions, machin chouette, d'autres les retraites. Mais il y a pas que ça. Et en fait, l'État, c'est une forme de monstruosité totalement fusionnée à la population. Et si on venait à le détacher d'un coup, eh bien, ça serait difficile pour beaucoup d'années, je pense. Oui, ça c'est sûr. Je pense que c'est la conclusion générale de cette discussion. Il y a pas de solution miracle qui, du jour au lendemain, permettra de sortir du marasme. Toutes les solutions qu'on a énoncées, ça s'étale sur 20, 30, voire 40 ans pour retrouver un pays potable et avoir un jour en vue le modèle suisse à l'horizon qui pourrait s'appliquer sur les contrées de l'examen. On a la patience d'un point de vue rationnel. Nous, de notre vivant, on le verra pas, ça c'est sûr. Peut-être qu'on verra l'effondrement, mais on verra pas la renaissance. Moi je pense qu'il faut être assez optimiste. Il y a quand même des atouts en France qui permettraient une remontée. Il y a plusieurs choses, hein. Déjà, la France, malgré tout, avec ses défauts, a un certain momentum comparatif par rapport à d'autres pays européens qui lui permettrait en fait d'attirer des capitaux, attirer des gens, meilleure démographie, hein, comme on disait, aussi une bonne capacité à créer des startups. Bon, malheureusement, on a du mal à les passer à l'échelle. De l'énergie qui est attractive, etc. Et une population qui en général est assez qualifiée. Et aussi une capacité à faire venir de la population qualifiée de la part d'autres pays. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer, et d'une crise peut souvent ressortir des belles choses, hein. Faut pas oublier que les 30 Glorieuses, c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale qui était une catastrophe, que la gloire de la France avec tous ses prix Nobel, son empire colonial, son fleurissement économique, c'est arrivé après la défaite de 1870. Donc on sait jamais, hein. Moi je crois au momentum français. Oui, mais cher Robert, ta fiche de paye et l'argent que te ponctionne l'État semble bien prouver que nous ne sommes pas dans une situation aussi catastrophique, tu vois. Tu parles des 30 glorieuses, du rayonnement général, mais bien sûr ça vient après des moments d'explosion, mais le truc c'est que tout le monde, et nos gouvernants en premier,
continuent ce petit jeu de théâtre, quoi. Personne ne dit les termes, voilà. Personne ne dit les termes. Après, il y a les des Français ne se sentent pas comme se sentaient les Français. Non, les Français d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qui ont vécu les 30 Glorieuses et encore moins avec ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale quelques années avant. Nous avons l'impression factice de vivre en équilibre. Les Français, en tout cas, ont cette impression dans l'extrême majorité d'entre eux et je tiens à dire quand même quelque chose sur les Français, c'est que les Français, ils ont conscience que la situation est pas forcément confortable, et les Français, ils sont prudents, ils ont des comportements vertueux, hein. J'aime souvent dire que la France, c'est quand même un des pays au monde qui épargne le plus. Faut aussi voir que c'est un des pays au monde qui consomme le moins, hein, dans les pays du G7. Donc par consommer, en fait, c'est toutes les dépenses à la con qui servent à rien et qui relèvent du consumérisme, et que les Français, en fait, ils ont une bonne disposition d'esprit sur la gestion de leurs ressources, ils sont compétents, etc. Et beaucoup de changements de mentalité, je pense, à l'échelle individuelle, permettraient de faire une société plus responsable, hein, parce que quand les individus deviennent plus responsables, je pense que ça peut avoir des effets sains à l'échelle globale. Alors avec Maurice, on parle souvent de la question de l'investissement, et je pense que c'est pas la seule question, mais c'est une question qui est importante, parce que quand on a des Français qui sont capables de se construire un patrimoine, de s'intéresser aux entreprises, de s'intéresser à l'économie, tout de suite il y a des dynamiques qui se lancent, ça pousse l'entrepreneuriat, ça donne moins envie de taxer ce qu'on ne comprend pas, et voilà quoi, ça crée une société d'individus responsables. Sinistrose ou joie de vivre? Telle est la question. La responsabilité, ça implique aussi regarder dans les yeux certaines réalités qui s'imposent et voilà, de ne pas les fuir. Oui, bah ça c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, cher ami. On pose les faits, on se dit on est au fond. Et à l'échelle collective, j'ai pas du tout l'impression que ça soit le cas. Et je voilà, t'assure. la quantité fait la qualité, pour ne pas citer un monsieur très connu aujourd'hui. Mais je suis sûr que nos chers actifs, quand il faudra se serrer la ceinture, ils sauront reprendre le pays d'une main de fer et l'emmener dans la bonne direction. Alors, je vous incite tous à propager la bonne parole, hein. Soyez déjà plus forts. Soyez capable d'être plus compétent. Votre propre homme providentiel. Soyez votre propre homme providentiel, et n'hésitez pas à répandre la bonne parole, hein, que ça soit en montrant et en expliquant aux autres ce qui a marché dans votre vie, ou en partageant bien sûr l'incroyable Régime des Actifs avec vos amis. Régime des Actifs, hein, sur Spotify, sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitter, hein, Maurice du Jambon, Robert le Tigre, à nous envoyer des messages et surtout à répondre au sondage. Un gros chèque aussi, ça serait pas mal. Tu me fais penser en disant répandez la bonne parole, soyez votre homme providentiel, tu me fais penser au sketch des Inconnus, le grand Skippy, notre maître à tous. Avant je volais, maintenant je vole pour Skippy. Oui. Le grand cosmos universel qui nous rassemble. Est-ce que vous pouvez nous résumer la pensée de votre gourou? Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible, mais il me vient un précepte médiateur de la pensée Richelieu qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. L'abonnement spirituel est de 5000 francs par mois. En ce qui me concerne, j'étais catholique, j'étais lié au mouvement intégriste. Revenir aux messes en latin me paraissait un pas vers la purification. Et puis j'ai appris qu'avant les messes en latin, les messes étaient dites en grec. Alors j'ai créé un groupuscule encore plus intégriste. Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Et vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé. Et j'ai rencontré Skippy. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Moi, avant, j'étais un vrai zonard.
Je faisais quoi? Disons que je volais, je faisais des conneries, tout ça. J'étais un vrai voyou. Mais grâce à Skippy, j'ai retrouvé une totale liberté des pensées cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. Et vous ne volez plus? Si, bien sûr. Mais je donne tout à Skippy. On conclut sur ces belles paroles? Scipion, est-ce que tu connais notre slogan? Répétez-le moi, chers amis. Ah bah, on te donne le début et à toi de conclure. C'est le passé, c'est bien. Le futur, c'est mieux. C'est quasiment ça. Et l'avenir, c'est mieux. Et donc, pour l'avenir, je vous invite tous à créer par IA un featuring Aya Nakamura, Michel Sardou, et à prier pour qu'il se réalise, parce que ça serait quand même génial d'avoir un petit temps béni des colonies ou femmes des années 80. On va lancer une pétition. Lançons la pétition. Le duo Sardou-Aya Nakamura pour le temps béni des colonies. Et à côté de ça, nous serons tous plus forts, plus robustes, faisons plein d'enfants, accumulons plein de juteuses parts de Total et inondons l'État français de nos super profits grâce à leur super rentrée fiscale. Et sur ce, gros bisous les amis. Bisous. Bonne soirée messieurs. Appelle-moi Catalina, fuck tes chances, sinon tu paieras la cuenta. Non, joue pas les restes, ce soir c'est la fiesta. Tu m'as l'air ok, bon je reprends les manettes. J'serai toujours OP, j'ai le cadeau, t'inquiète. J'ai fait le taf, j'suis en place. Oh my god, ouais j'ai jobé, on dirait qu'il peut d'être. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas. Tu veux dougi 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 dougi.